Parler de l'épidémiologie du SDRA. Donc je ne vais pas répondre à la question, parce qu'en fait c'est une question très difficile, c'est-à-dire quelle est l'incidence par rapport à la population. Mais je vais essayer de donner l'incidence en réanimation et puis des éléments sur la mortalité. Donc voilà les différents industriels avec lesquels on a collaboré pour avoir des contrats de recherche ou des équipements. Et il y a quelques années, on avait créé un éditorial avec Jean-Jacques Roubis pour savoir est-ce qu'il est possible de changer la mortalité dans le SDRA. Et on avait répondu yes we can. Donc peut-être certains d'entre vous peuvent deviner à quelle époque cet éditorial avait été écrit. Il y a une époque révolue là aujourd'hui. Et voilà, on a bien sûr c'est une pathologie phare en réanimation. Et on y consacre beaucoup de temps, d'énergie, de réflexion, de recherche. Et on espère qu'on fait mieux avec le temps. Donc il y a un certain nombre d'années maintenant, ce papier avait fait vraiment probablement plaisir à beaucoup de réanimateurs. Mais ça venait d'un seul centre, qui était le centre de Seattle, où travaillait Len Hudson, et qui montrait qu'au cours du temps, donc avec les mêmes critères de définition du SDRA, dans un centre où peut-être c'est les mêmes types de malades qui étaient traités, il y avait une diminution forte de la mortalité. Vous voyez que ça s'arrête en 1993. Alors, il n'y a pas de très bonne méthodologie pour savoir si la mortalité a changé ou pas. Et il y a des différentes façons de faire, comme le fait de regarder les études, mélangeant les essais cliniques et les cohortes parues au cours du temps. Et vous avez par exemple ce travail de Jean-Louis Vincent qui montrait qu'il y avait à peu près une diminution de 1,5% par an de mortalité entre les années 1994 et 2005, donc c'est assez positif. Et puis avec un peu la même méthodologie, ce travail de Neil Ferguson qui montrait que lui différencier les études observationnelles et les essais randomisés, ce qui est probablement assez logique. Et il trouvait qu'il y avait la même diminution jusqu'en 1995, mais qu'après c'était assez plat. Et donc en gros, il n'y a pas de bonne méthodologie pour répondre à la question. Donc on peut faire une version un peu optimiste et une version un peu pessimiste de cette vision du SDRA. Et donc j'ai décidé de vous faire la vision optimiste. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément un peu optimiste? Il y a par exemple les études qui, au cours du temps, utilisent la même méthodologie pour recueillir des données. C'est le cas quand même des 3 études internationales dirigées par Esteban qui donnent des données de 98, de 2004 et de 2010, donc publiées dans ces journaux avec à chaque fois 5000, 5000, 8000 malades, avec des limites parce que ce n'est pas exactement toujours les mêmes centres, bien qu'il y ait un certain nombre de centres qui sont les mêmes. Mais c'est les mêmes définitions qui sont utilisées. Et ce qu'on voit, c'est qu'au cours du temps, vous voyez, si on regarde la dernière ligne, la mortalité hospitalière, il y a une diminution significative pour les mêmes critères d'admission de mortalité hospitalière. Et dans le même temps, on a de possibles facteurs explicatifs, puisque vous voyez le volume courant, donc le volume courant qui va diminuer au cours des années, et le niveau de pression expiratoire positive qui va légèrement augmenter au cours des années. Ce n'est pas des niveaux peut-être qui sont ceux qu'on espérait, mais c'est des facteurs potentiels explicatifs dans un des éléments de la prise en charge qui seraient cohérents avec le fait qu'on voit une diminution de la mortalité. D'autres façons de faire, c'est de regarder les groupes qui font des essais cliniques et qui utilisent évidemment toujours exactement les mêmes critères. Donc la RDS Network aux États-Unis semble avoir des mortalités qui diminuent nettement au cours du temps, avec des critères qui sont les mêmes. Hein. Donc vous voyez, ça c'est la première étude 6 versus 12 ml/kg, donc les 2 bras. Et bon, les limites de ça, c'est que c'est des malades très sélectionnés. Je crois qu'ici, dans ces études, c'est 1/10 seulement des malades qui peuvent être inclus dans les essais. Donc, on n'est pas tout à fait sûr que ça reflète la population globale. Mais c'est un message qui est assez positif. Peut-être un message qu'on pourrait rapporter en partie au bénéfice de faire des essais cliniques dans ces centres. Bon, pourquoi c'est difficile ces comparaisons? En particulier parce que les malades changent au cours des années, mais la tendance montrée par plusieurs études, c'est que les malades sont plutôt plus graves. Donc ça, c'est un seul centre, la Mayo Clinic, mais qui est un centre de référence pour une population assez bien identifiée.
Et on voit le score Apache 3 là, qui a monté progressivement au cours des années et un score de comorbidité, si vous voulez, qui a également monté. Donc des malades avec un nombre qui ne varie pas beaucoup, mais des malades qui sont plus graves au cours du temps. Donc ça, c'est des malades qui sont à risque de développer la RDS. D'autres séries qui montrent ici qu'on a plus de malades qui ont des défaillances cardiovasculaires, plus de malades qui ont des défaillances rénales au cours du temps et que donc quand on voit en plus une diminution de la mortalité alors que les malades sont plus graves, c'est évidemment très encourageant. On peut regarder dans des populations homogènes. Ça, c'est des patients d'hématocancéraux avec un gros travail collaboratif avec Élie Azoulay, Virginie Lemial, Michael Darmon. Donc, il réunit 1000 patients à RDS d'onco-hématologie. Vous voyez des mortalités dans les groupes mild, modérés, sévères qui sont quand même nettement plus élevées que la population générale. Et une tendance, enfin plus qu'une tendance, une diminution très spectaculaire dans ce groupe de malades de la mortalité. Alors bien sûr, une grosse partie de cette amélioration de la mortalité est peut-être pas due aux réanimateurs, mais due à la prise en charge hémato-oncologique et aussi à la sélection des patients et aussi à probablement l'état physique, nutritionnel, etc. des patients au moment où ils arrivent en réanimation. N'empêche qu'évidemment, ce sont des messages qui sont positifs et intéressants. Et puis, pour rester dans le positif, il y a des endroits où on peut recueillir toute la population. Par exemple, quand on est en Islande, qui est un pays formidable pour différentes raisons, on arrive à recueillir toute la population. Et si ces chiffres sont exacts, on a une baisse progressive de la mortalité au cours du temps, avec là aussi des facteurs explicatifs. Alors, on ne voit pas bien ici, mais le niveau de PEP a légèrement augmenté et le niveau de pression inspiratoire positive, de pic de pression a diminué au cours du temps. Voilà, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup de malades pour montrer ces éléments-là, mais c'est des éléments qui sont encourageants. Alors, est-ce qu'on a tout lieu de se réjouir? On va voir, puisque donc c'est une session qui s'appelle Nouveautés. On a des nouveautés qui sont l'étude LungSafe, qui est une étude basée sur le volontariat de centaines de personnes à travers le monde qui ont décidé de consacrer du temps à évaluer ce qui se passait dans leur service et à apporter des données dans une base de données centralisée. Ce qui est toujours un message fantastiquement optimiste, je trouve, la volonté des gens de participer aux essais cliniques. Et le but était de recueillir à peu près 500 réanimations. Donc pendant 4 semaines en hiver, c'est-à-dire en notre hiver à nous, on va dire, dans l'hémisphère nord, et puis en juin, août, dans l'hémisphère sud. Et l'idée, c'était de regarder tous les malades qui reçoivent une forme de ventilation invasive ou non invasive et de s'intéresser à ceux qui sont hypoxémiques. Donc pas les ARDS seulement, tous ceux qui ont le rapport PF inférieur à 300. Ce qui est important parce que le diagnostic d'ARDS n'était pas fait par les cliniciens, mais était fait par le fait que vous cochiez les cases des différents critères du SDRA qui sont des critères assez simples. Voilà ce qui est le recueil de patients. Donc vous avez 3000 patients qui sont finalement diagnostiqués avec un ARDS sur une base de 4500 qui sont hypoxémiques. Donc vous voyez que dans les hypoxémiques, il y a une bonne proportion qui sont ARDS. Il y a une portion intéressante qui sont des malades qui ne sont pas classés ARDS, donc beaucoup de pneumonie unilatérale et qui sont pour l'instant pas regroupés dans la même catégorie, mais qui n'ont peut-être pas des devenirs si différents. Et les 3000 patients RDS, la plupart sont diagnostiqués dans les 2 premiers jours, avec un certain nombre de patients traités par VNI, la plupart intubés. Vous voyez la répartition dans les 3 groupes, mild, modéré, sévère. Donc la répartition, il y a toujours des blancs importants. Hein. Ici en Afrique, il y a toujours un manque important. Mais dans le reste du monde, c'est pas mal d'être arrivé à avoir, on ne sait pas si c'est représentatif, mais en tout cas une représentation de 50 pays dans le monde qui ont évalué la prévalence ou l'incidence, qui n'est pas très différent pour cette pathologie, du SDRA. Donc qu'est-ce que ça donne comme chiffres? Ça donne des chiffres qui sont assez impressionnants, puisque la question initiale, c'était avec la nouvelle définition de Berlin, quelle est l'incidence
en réanimation, donc ce n'est pas l'incidence sur la population générale, c'est quelle est la fréquence de nouveaux malades qui sont admis avec un SDRA. Et vous voyez que si on regarde l'ensemble des admissions, donc pas que les malades ventilés, c'est presque 9% des admissions. Moi, je dirais que c'est très fréquent. Et par rapport aux malades ventilés, c'est pratiquement un quart des malades ventilés qui répondent au diagnostic de SDRA, diagnostic qui est associé à des prises en charge spécifiques en principe. Un chiffre qui est amusant à retenir, c'est de se dire que ça représente 5,5 patients par lit de réa par an. Donc si vous avez une réa de 10 lits, vous pouvez vous attendre à avoir 55 patients dans l'année, 20 lits, 110 patients. Vous pouvez regarder sur votre codage et vous verrez que vous en avez beaucoup moins et on discutera de ça tout à l'heure. Il y a des variations géographiques, elles sont un peu difficiles à interpréter parce qu'on n'est pas sûr que ce soit représentatif, mais qui ne sont pas si énormes que ça. Ça tourne souvent autour de 5 malades par lit de réa par an. Alors, le premier résultat, c'est que ça valide un peu la définition de Berlin, en tout cas en termes de pronostic. Vous voyez la survie hospitalière qui est quand même très différente entre les trois groupes. Donc, je vous rappelle le rapport PF entre 300 et 200, entre 200 et 100 et inférieur à, enfin 200 à en dessous, avec des mortalités qui restent élevées. On est autour de presque 30 à 40%, peut-être un petit peu moins à 28 jours, donc ce qui est une date qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, qui est très précoce. La mortalité ensuite va continuer à diminuer, mais qui permet de se comparer à pas mal d'études. Donc c'est bon, avoir entre un quart et un tiers des patients qui continuent à mourir, c'est quand même un peu décevant. Vous voyez les résultats en termes de probabilité d'être séparés du ventilateur. Là aussi, les trois courbes se séparent bien, ce qui valide de manière intéressante de nouveau la définition de Berlin avec ces trois groupes. Donc j'ai repris cette étude qui avait été publiée 15 ans auparavant par Christian Brun-Buisson, qui était une étude européenne pour comparer un peu les mortalités en réanimation. Alors, vous voyez, ça serait le groupe des malades donc mild et ARDS. Ici, les malades qui seraient moderate et ARDS, et ici sévères et ARDS. Voilà, on peut se dire de façon satisfaisante que les mortalités qu'on observe aujourd'hui semblent nettement inférieures à ces données européennes d'alors, qui étaient recueillies un peu de la même manière. Enfin, pas tout à fait de la même manière, qui étaient recueillies sur le diagnostic d'ARDS fait par les cliniciens. La grosse surprise de cette étude, et qui, je pense, comme on dit, doit nous interpeller, c'est qu'une très grande catégorie de ces malades, donc classés comme ARDS, c'est-à-dire ayant les critères, ils ont une pathologie qui a démarré il y a moins de 7 jours, ils ont des infiltrats bilatéraux, ils ont un rapport PO2 sur FiO2 qui est inférieur à 300, ils ont des facteurs de risque, donc ça permet de définir l'ARDS. Eh bien, là, une grande partie de ces malades n'ont jamais été reconnus en tant que tels, classifiés en tant que tels, exprimés en tant que tels dans les services. Il y avait une question à l'entrée et une question à la sortie du malade. Est-ce que vous considérez que ce malade a eu à un moment du séjour un ARDS? Et vous voyez que la catégorie mild reste aujourd'hui très ignorée, très sous-évaluée, puisque 50% des malades ne sont à aucun moment considérés comme ayant un ARDS. Vous voyez que même dans les groupes sévères, donc inférieurs à 100 de rapport P sur F, il y a plus de 20% des malades qui sont ignorés. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que ce n'est pas important? Il y a deux façons de voir ce graphique qui est les valeurs individuelles des pressions de plateau et des VT utilisées chez ces malades. La façon optimiste, c'est d'oublier le 6 ml/kg et de se donner un range plus large de 6 à 8 ml/kg en disant que c'est raisonnable. À ce moment-là, vous avez beaucoup de malades qui sont dans ce cadran avec des pressions de plateau, enfin beaucoup de malades, 66%. Mais vous voyez que si on était un peu plus exigeant sur les VT, on est encore très très loin de ventiler tous ces malades à 6 ml/kg. Et est-ce que c'est important de reconnaître les malades? Il semble que oui, puisque chaque fois que la RDS n'est pas reconnue, les volumes courants sont plus élevés, les PIP sont plus basses, les pressions de pic sont plus élevées, les pressions de plateau sont moins souvent mesurées. Donc il y a un potentiel de moins bonne prise en charge. Et c'était souvent associé au service au fait qu'il y avait un ratio
malade sur personnel, aussi bien personnel médical que non médical, qui était plus élevé et c'était associé à une sous-reconnaissance. Donc il y a encore pas mal de progrès à faire. Et pour conclure, je dirais que c'est difficile de savoir sur la vraie incidence. C'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de changements. La sévérité est probablement en augmentant. La mortalité, je vous ai fait la version optimiste à laquelle je continue à croire. L'outcome à long terme est d'une importance essentielle et il faut que nous, réanimateurs, on s'implique là-dedans. Et encore aujourd'hui, une meilleure reconnaissance de ce syndrome en réanimation est nécessaire. Merci beaucoup.